Le café déborde de monde quand Élise entre, la main gauche bien en évidence, exhibant la bague comme un trophée. La bague de notre grand-mère. Elle s'installe en face de moi, un sourire satisfait accroché à ses lèvres parfaitement maquillées. « Merci d'avoir accepté de me voir, Camille, » dit-elle d'un ton mielleux. « Je voulais que tu sois la première au courant. Mathieu et moi allons nous marier. » Mon estomac se noue à l'évocation de mon ex-mari, mais je garde un visage neutre. Élise a toujours été comme ça. Petite, elle volait mes jouets, mes robes, même mes cavaliers pour le bal de fin d'année. Mais cette fois, elle a franchi une ligne. « Félicitations, dis-je en serrant ma tasse de café pour cacher le tremblement de mes mains. Je vois que tu portes la bague de grand-mamie Lucienne. Elle lève la main pour que le diamant ancien capte la lumière. Oh, cette vieille chose! Vu que Mathieu m'a aidé à contester le testament, techniquement, elle m'appartient maintenant. Avec la maison. Et le fonds de placement. Son sourire s'élargit. C'est fou comme la vie réserve des surprises, tu ne trouves pas? Mais avant de vous raconter comment ma propre sœur et mon ex-mari ont tenté de me faire passer pour folle afin de me voler l'héritage de notre grand-mère, prenez une seconde. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous. Et cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà été trahie par les personnes que vous aimiez le plus. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez, parce que franchement, je me demande si ce genre de trahison familiale, c'est juste moi, ou si ça arrive un peu partout. Je repense à cette dernière conversation avec grand-mamie, quelques jours avant sa mort. On était dans son bureau, cerné de ses livres précieux et de ses objets anciens, quand elle m'a tendu un carnet en cuir. « Garde-le précieusement », avait-elle murmuré d'une voix faible mais insistante. Tout ce que tu dois savoir était là-dedans. Promets-moi d'attendre le bon moment. J'avais promis, le glissant dans mon sac sans l'ouvrir. Maintenant, alors qu'Élise parade avec ce qu'elle a volé, je me demande si le bon moment, ce n'est pas justement maintenant. Tu veux savoir ce qui est vraiment drôle? Reprend-elle en touillant son chocolat comme si elle savourait la scène. Il a suffi de quelques déclarations larmoyantes de Mathieu au tribunal sur tes crises pendant le mariage. 2 ou 3 photos habilement retouchées. Et hop, le juge a avalé tout cru. Mes doigts se crispent autour de la tasse. Les crises dont elle parle, c'étaient des attaques de panique. Des effondrements après avoir découvert que Mathieu me trompait, y compris, je le comprends seulement maintenant, avec ma propre sœur. Ils ont utilisé mes blessures comme des armes. Pourquoi tu m'as demandé de venir? Ma voix reste calme, malgré le feu qui brûle sous la surface. Je sens le poids du carnet dans mon sac. Pour te narguer? Pas du tout, ma chère sœur, répond-elle en se penchant vers moi, la voix plus basse. Je suis venue te proposer un accord. Tu signes un document renonçant à toute prétention sur l'héritage et je te verse une petite pension chaque mois, juste assez pour éviter que tu finisses à la rue. Elle se redresse, très satisfaite d'elle. Après tout, on est de la même famille. Je pense au carnet, à ces pages usées que j'ai enfin ouvertes la veille, aux secrets que j'y ai découverts. Tu as raison, dis-je en attrapant mon sac. On est de la même famille, et tu devrais savoir un truc sur les propriétés de grand-mamie. Les yeux d'Élise se plissent. Qu'est-ce que tu racontes? On a tout vu, tous les papiers. Tout est à mon nom maintenant. Je sors le carnet, la couverture en cuir restée même marquée par les années. Pas tout. Tu savais qu'elle tenait un second registre? Pour la première fois, son sourire vacille. Pardon? Elle était méthodique, je poursuis en ouvrant le carnet. Chaque transaction, chaque bien, chaque investissement, tout est consigné ici, y compris des transferts intéressants juste avant sa mort. Tu mens, crache-t-elle. Mais je vois l'hésitation dans ses yeux. Les avocats ont tout vu. Tu crois? Je fais glisser une liasse de copies sur la table. Les extraits les plus importants. Parce que selon ces pages, les biens les plus précieux ont été transférés dans une fiducie distincte 2 semaines avant sa mort. Une fiducie qui exige l'accord des 2 sœurs pour débloquer les fonds. Son visage pâlit en parcourant les documents. Je la vois calculer les conséquences. C'est impossible, souffle-t-elle. Mathieu a tout vérifié. Mathieu ne sait rien de tout ça, je coupe. Pas plus que les avocats. Grand-mamie a tout fait pour que ce soit gardé secret. Elle voulait voir jusqu'où vous iriez. Tu bluffes, tante Élise, mais sa voix était moins assurée. Ces papiers peuvent être faux. Je sors mon téléphone. Pourquoi ne pas appeler Maître Chêne? C'est lui, le notaire désigné par grand-mamie. Il confirmera tout. Elle panique.
Attends, parlons-en d'abord. Je mets fin à l'appel avant qu'il ne décroche, savourant l'éclair de panique dans son regard. Ah, maintenant tu veux discuter? Où est passé ton air supérieur d'il y a 5 minutes? Camille, je t'en prie, murmure-t-elle. Tu ne comprends pas. Mathieu et moi, on a déjà dépensé une partie de l'argent. On a pris des engagements. Je comprends très bien, je réponds en me levant. Vous m'avez trahi. Vous m'avez traité de folle pour voler mon héritage. Et tu oses encore me proposer une aumône? Qu'est-ce que tu veux? Me demande-t-elle, cette fois d'un ton presque suppliant. Je la regarde vraiment pour la première fois depuis des années. Sous le maquillage impeccable, derrière les vêtements hors de prix, je vois quelque chose que je n'avais jamais perçu avant. La peur. Ce que je baisse la voix. Je veux que tu réfléchisses à ce qui va se passer quand Mathieu découvrira qu'il n'y a plus rien à voler. Que t'épouser ne lui ouvrira aucune porte vers la fortune. Le teint d'Élise vire au blanc. Tu ne ferais pas ça? Je ne ferais pas quoi? Je souris, repensant à toutes les fois où elle m'a prise pour une idiote. Il est peut-être temps que vous goûtiez à la ruine. Je repense à cette dernière conversation avec grand-mamie, quelques jours avant sa mort. On était dans son bureau, cerné de ses livres précieux et de ses objets anciens, quand elle m'a tendu un carnet en cuir. « Garde-le précieusement », avait-elle murmuré d'une voix faible mais insistante. Tout ce que tu dois savoir était là-dedans. Promets-moi d'attendre le bon moment. J'avais promis, le glissant dans mon sac sans l'ouvrir. Maintenant, alors qu'Élise parade avec ce qu'elle a volé, je me demande si le bon moment, ce n'est pas justement maintenant. Tu veux savoir ce qui est vraiment drôle? Reprend-elle en touillant son chocolat comme si elle savourait la scène. Il a suffi de quelques déclarations larmoyantes de Mathieu au tribunal sur tes crises pendant le mariage. 2 ou 3 photos habilement retouchées. Et hop, le juge a avalé tout cru. Mes doigts se crispent autour de la tasse. Les crises dont elle parle, c'étaient des attaques de panique. Des effondrements après avoir découvert que Mathieu me trompait, y compris, je le comprends seulement maintenant, avec ma propre sœur. Ils ont utilisé mes blessures comme des armes. Pourquoi tu m'as demandé de venir? Ma voix reste calme, malgré le feu qui brûle sous la surface. Je sens le poids du carnet dans mon sac. Pour te narguer? Pas du tout, ma chère sœur, répond-elle en se penchant vers moi, la voix plus basse. Je suis venue te proposer un accord. Tu signes un document renonçant à toute prétention sur l'héritage et je te verse une petite pension chaque mois, juste assez pour éviter que tu finisses à la rue. Elle se redresse, très satisfaite d'elle. Après tout, on est de la même famille. Je pense au carnet, à ces pages usées que j'ai enfin ouvertes la veille, au secret que j'y ai découvert. Tu as raison, dis-je en attrapant mon sac. On est de la même famille, et tu devrais savoir un truc sur les propriétés de grand-mamie. Les yeux d'Élise se plissent. Qu'est-ce que tu racontes? On a tout vu, tous les papiers. Tout est à mon nom maintenant. Je sors le carnet, la couverture en cuir restée même marquée par les années. Pas tout. Tu savais qu'elle tenait un second registre? Pour la première fois, son sourire vacille. Pardon? Elle était méthodique, je poursuis en ouvrant le carnet. Chaque transaction, chaque bien, chaque investissement, tout est consigné ici, y compris des transferts intéressants juste avant sa mort. Tu mens, crache-t-elle. Mais je vois l'hésitation dans ses yeux. Les avocats ont tout vu. Tu crois? Je fais glisser une liasse de copies sur la table. Les extraits les plus importants. Parce que selon ces pages, les biens les plus précieux ont été transférés dans une fiducie distincte 2 semaines avant sa mort. Une fiducie qui exige l'accord des 2 sœurs pour débloquer les fonds. Son visage pâlit en parcourant les documents. Je la vois calculer les conséquences. C'est impossible, souffle-t-elle. Mathieu a tout vérifié. Mathieu ne sait rien de tout ça, je coupe. Pas plus que les avocats. Grand-mamie a tout fait pour que ce soit gardé secret. Elle voulait voir jusqu'où vous iriez. Tu bluffes, tante Élise, mais sa voix était moins assurée. Ces papiers peuvent être faux. Je sors mon téléphone. Pourquoi ne pas appeler Maître Chêne? C'est lui, le notaire désigné par grand-mamie. Il confirmera tout. Elle panique. Attends, parlons-en d'abord. Je mets fin à l'appel avant qu'il ne décroche, savourant l'éclair de panique dans son regard. Ah, maintenant tu veux discuter? Où est passé ton air supérieur d'il y a 5 minutes? Camille, je t'en prie, murmure-t-elle. Tu ne comprends pas. Mathieu et moi, on a déjà dépensé une partie de l'argent. On a pris des engagements. Je comprends très bien, je réponds en me levant.
Vous m'avez trahi. Vous m'avez traité de folle pour voler mon héritage. Et tu oses encore me proposer une aumône? Qu'est-ce que tu veux? Me demande-t-elle, cette fois d'un ton presque suppliant. Je la regarde vraiment pour la première fois depuis des années. Sous le maquillage impeccable, derrière les vêtements hors de prix, je vois quelque chose que je n'avais jamais perçu avant. La peur. Ce que je veux, je baisse la voix. Je veux que tu réfléchisses à ce qui va se passer quand Mathieu découvrira qu'il n'y a plus rien à voler. Que t'épouser ne lui ouvrira aucune porte vers la fortune. Le teint d'Élise vire au blanc. Tu ne ferais pas ça? Je ne ferais pas quoi? Je souris, repensant à toutes les fois où elle m'a prise pour une idiote. Il est peut-être temps que vous goûtiez à la ruine. Je me suis levée sans ajouter un mot, prête à partir. Mais la voix d'Élise m'a stoppée net. Il me quittera, a-t-elle soufflé, à peine audible. S'il apprend ça, il me quittera. Probablement, ai-je dit sans me retourner. Comme il m'a quittée quand il pensait avoir trouvé mieux. Drôle comme l'histoire se répète, tu ne trouves pas? En sortant du café, j'ai senti son regard planté dans mon dos. J'imaginais ses pensées affolées, ses plans s'effondrant un à un. Mais cette fois, il n'y aurait pas de sortie de secours. Cette fois, c'est la vérité qui allait triompher. Le lendemain matin, j'ai découvert 37 appels manqués et une avalanche de messages de Mathieu et Élise. Je n'ai répondu à aucun. Je me suis concentrée sur la suite. Le carnet de grand-mamie contenait bien plus qu'un simple compte caché. Il révélait toute une architecture, une stratégie patiemment construite pour exposer chaque mensonge. J'ai pris la voiture et me suis rendue au cabinet juridique Dubois et Associés. Le carnet bien rangé dans mon sac. Monsieur Dubois, un homme discret aux cheveux gris-argent et aux gestes posés, m'attendait dans son bureau. « Mademoiselle Camille, dit-il en se levant, votre grand-mère me parlait souvent de vous. Elle serait fière de vous aujourd'hui. » Je pose le carnet sur son bureau. « Elle vous a parlé de ce qu'il pourrait tenter ?» Il hoche la tête, grave. Lucienne n'était pas dupe. Elle savait ce dont votre sœur était capable. Et elle se méfiait de votre ex-mari bien avant votre séparation. C'est pour ça qu'elle a créé cette seconde fiducie? Exactement. Il ouvre un tiroir et en sort un dossier épais. Voici ce qui a véritablement de la valeur, les portefeuilles d'investissement, les immeubles commerciaux, la collection d'art. Tout est là, bien protégé. Ce qu'Élise et Mathieu avaient dû obtenir via la justice n'était qu'une coquille vide. Je repense au visage triomphant d'Élise au café, à Mathieu décrivant mes instabilités devant le juge. Ils ne savaient même pas qu'ils jouaient avec du vent. Ils vont le découvrir quand? Les relevés trimestriels partent en fin de semaine, répond monsieur Dubois. Dès qu'ils tenteront d'accéder au fonds, eh bien, disons qu'ils tomberont de haut. Les jours suivants, je me suis préparée minutieusement. Tandis qu'Élise et Mathieu s'acharnaient à me joindre, moi je rencontrais banquiers, agents immobiliers, conseillers financiers. Chaque rendez-vous dévoilait un peu plus la clairvoyance de grand-mamie. Elle n'avait pas seulement protégé ses biens, elle avait conçu un plan pour dévoiler la vérité. Toutes les preuves étaient là, rangées, authentifiées, prêtes à surgir au bon moment. Vendredi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Camille? C'était la voix de Madame Garnier, la mère de Mathieu. Il faut qu'on parle. Élise est en larmes et Mathieu refuse de dire ce qui se passe. Je ferme les yeux un instant. Je me souviens encore de son témoignage contre moi pendant l'audience, affirmant qu'elle m'avait toujours trouvée instable. Je suis désolée, Madame Garnier, dis-je, sans l'être du tout. Mais je pense que vos enfants sauront très bien vous expliquer ce qu'ils ont fait, notamment comment ils ont tenté de me voler. Mais l'argent, balbutie-t-elle. Quoi l'argent? Ils en ont déjà dépensé pas mal. La nouvelle maison, les voitures, la fête de fiançailles de la semaine prochaine. Je pense à cette réception prévue dans un club privé, le même où Mathieu et moi nous étions mariés 6 ans plus tôt. Quelle ironie! Vous savez ce que vous me disiez autrefois? Que la famille, c'était sacré, que l'honnêteté était le socle de tout. J'aimerais bien entendre ce que vous direz en apprenant comment votre fils a trahi ses principes. Silence au bout du fil. Long. Que voulez-vous dire? Finit-elle par demander. Demandez-leur, dis-je calmement. Demandez-leur de vous parler des faux témoignages, des photos trafiquées, de l'affaire qu'ils ont commencée alors que Mathieu et moi étions encore mariés. J'entends son souffle se bloquer. Non,
Ils n'auraient jamais. Ils l'ont fait, dis-je simplement. Et maintenant ils vont apprendre que chaque acte a un prix. J'ai raccroché et pris la route vers la maison de grand-mamie. Ma maison, même si Élise ne le savait pas encore. La vieille bâtisse blanche m'attendait, baignée dans la lumière dorée du soir. J'ai inséré ma clé, respiré l'odeur familière des vieux livres et de l'encaustique. Dans le bureau, tout était à sa place. Les lunettes de lecture de grand-mamie, son carnet de mots croisé à moitié rempli. Je suis passé le long de la bibliothèque, caressant les reliures. « Tu me manques », ai-je murmuré à la pièce vide. « J'espère que tu vois tout ça. » Mon téléphone a vibré. Un message de Monsieur Dubois. Relevé envoyé. Attendez-vous à une réaction sous 24 heures. J'ai souri et me suis installée dans le fauteuil préféré de grand-mamie. L'attente ne serait pas longue. Un crissement de pneus a retenti dehors, suivi de pas précipités montant les marches du perron. Puis des coups violents contre la porte. « Camille !» La voix d'Élise, aiguë, affolée. « Ouvre, il faut qu'on parle !» Je ne bouge pas. J'écoute, immobile. Puis, j'entends Mathieu. « Les comptes sont vides, » crie-t-il. « Y a plus rien ? Comment c'est possible ? » « Rien n'a disparu, dis-je à travers la porte. Il n'y avait simplement jamais rien. Les coups cessent. Silence. Puis Élise, plus calme. « De quoi tu parles ? Peut-être que tu devrais demander à ton fiancé s'il a pris la peine de vérifier ce qu'il pensait voler avant de le dépenser. » Nouveau silence. Puis des chuchotements pressés. Je les imagine derrière la porte, déboussolés, leur univers qui s'écroule. « Camille, je t'en prie, » dit Mathieu, sa voix douce, presque mielleuse, celle qu'il utilisait pour me manipuler. « Parlons-en calmement. On peut sûrement trouver un accord. » Je me lève et marche jusqu'à la porte sans l'ouvrir. Comme quand tu couchais avec ma sœur, ou quand tu disais au tribunal que j'étais instable. C'était une erreur, bredouille-t-il. On n'a jamais voulu être démasqué, faire face aux conséquences. Dommage, parce que c'est exactement ce qui vous attend. La chute a été aussi rapide que brutale. Quelques heures après avoir découvert que les comptes étaient vides, leur château de cartes s'est effondré. Assise dans le bureau de grand-mamie, j'ai regardé par la fenêtre. Élise gesticulait sur la pelouse, son maquillage coulant sous les larmes. Mathieu faisait les 100 pas, les mains dans les cheveux. Mon téléphone s'est allumé. Message de Monsieur Dubois. La banque souhaite une réunion urgente au sujet des dépenses récentes. Dois-je organiser cela ? J'ai répondu oui. Assurez-vous que toutes les parties soient présentes. Le lendemain matin, je me suis rendue à l'agence principale de la Banque Solidaire. Je portais un tailleur vintage, ayant appartenu à grand-mamie. Élise et Mathieu étaient déjà là, accompagnés de leur avocat et de Madame Garnier. Lorsqu'ils m'ont vu entrer, leur expression a changé. Un mélange de colère, de peur et de panique. Le directeur de l'agence a pris la parole. Puisque tout le monde est là, discutons des anomalies récentes. L'avocat d'Élise s'est avancé. Mes clients ont eu accès légalement à ces comptes via une décision de justice. Tout est en règle. J'ai posé le carnet de grand-mamie sur la table. Cette décision a été obtenue grâce à des preuves falsifiées. Et aujourd'hui, nous pouvons le prouver. L'heure qui a suivi a été un supplice pour eux. Monsieur Dubois a exposé chaque manipulation. Les photos retouchées, les fausses déclarations, le dossier monté pour me faire passer pour une femme instable afin d'obtenir le contrôle des biens. Puis, il a ajouté. Concernant les propriétés qu'ils ont mises en garantie pour obtenir des crédits, sachez que ces biens n'ont jamais appartenu au compte qu'ils ont vidé. Le directeur bancaire a enchaîné. Ces actifs sont détenus dans une fiducie distincte, qui nécessite l'accord des deux bénéficiaires pour toute transaction. Ce qui signifie que les prêts sont désormais en défaut de paiement. Le visage de Mathieu a viré au gris. Élise, elle, plantait ses ongles dans la table hors d'elle. « C'est absurde » hurla-t-elle. « Camille veut juste nous détruire parce qu'elle ne supporte pas que Mathieu m'ait choisi. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Derrière ses bijoux, ses talons, son vernis impeccable, il n'y avait que du vide. Elle n'avait jamais rien construit. Elle se contentait de prendre ce qui appartenait aux autres. Non, Élise, ai-je dit. Il ne s'agit pas de jalousie. Il s'agit de justice, de conséquences. Grand-mamie savait ce que vous étiez capable de faire. Elle a tout anticipé. Que voulez-vous dire ?
a demandé madame Garnier, prenant enfin la parole. J'ai ouvert le carnet à une page marquée. Voici les vraies volontés de ma grand-mère. Son vrai testament. Tous les biens ont été transférés dans une fiducie protégée avant sa mort, avec des conditions spécifiques. Je me suis tournée vers Élise. Elle savait que tu tenterais de tout prendre. Elle voulait voir jusqu'où tu irais. Et maintenant quoi? A lancé Mathieu. Tu vas tout garder? Nous laisser sans rien? Non, ai-je répondu. Je vais faire ce que grand-mamie aurait voulu. La fiducie restera intacte, mais avec de nouvelles conditions. J'ai sorti un document préparé par monsieur Dubois. Si vous signez tous les deux cette déclaration reconnaissant vos manipulations, la fiducie couvrira les dettes que vous avez contractées. L'avocat d'Élise a voulu protester, mais elle l'a interrompu. Et si on refuse? Alors la banque poursuit pour fraude et toutes les preuves seront rendues publiques. À vous de choisir. Le silence dans la salle de réunion était total. C'est madame Garnier qui a parlé la première, s'adressant à son fils d'un ton glacial. Signe. Sois reconnaissant que la petite fille de ta grand-mère ait plus de dignité que vous deux réunis. Un à un, ils ont signé. La main d'Élise tremblait tant qu'elle avait du mal à tenir son stylo. Mathieu évitait les regards. Quand tout a été signé, monsieur Dubois a rangé les papiers et m'a fait un signe. Il reste une dernière chose, ai-je dit en me levant. La bague de fiançailles. Élise a porté instinctivement la main à la pierre, comme si elle pouvait encore la garder par la seule force de sa volonté. Elle appartenait à grand-mamie. Elle n'a jamais été à toi. Lentement, à contre-cœur, elle l'a retirée et l'a posée sur la table. J'ai pris la bague, senti son poids familier. Grand-mamie m'a dit un jour que cette bague n'était pas qu'une question de valeur, ai-je dit en l'examinant à la lumière. C'était une question d'héritage, de ce que tu choisis de devenir. Elle l'avait portée pendant 50 ans. Elle avait bâti une vie sur la sagesse et l'intégrité. Élise et Mathieu auraient mieux apprendre de son exemple. Mais ils ont préféré le mensonge. Je les ai laissés là, dans cette pièce, leur monde effondré. Le trajet du retour s'est fait dans le calme. Le soleil déclinait, projetant des ombres longues sur la ville. De retour à la maison de grand-mamie, je suis allée directement dans son bureau. J'ai enfilé la bague. Elle m'allait parfaitement, comme elle l'avait prédit. Sur le bureau, juste à côté du carnet de mots croisés, j'ai remarqué une enveloppe que je n'avais jamais vue. À l'intérieur, une courte note écrite de sa main. Ma chère Camille, si tu lis ces mots, c'est que tout s'est déroulé comme prévu. Souviens-toi que la vraie richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu choisis d'être. Tu as prouvé que tu étais digne, non seulement de mon héritage, mais de ma confiance. Cette bague est à toi. Porte-la fièrement, sachant que tu as affronté l'injustice avec grâce et en es sortie plus forte. Et peut-être qu'un jour, lorsque le moment viendra, tu transmettras toi aussi ces leçons à quelqu'un qui en aura besoin autant que toi aujourd'hui. Avec tout mon amour, Lucienne, je suis restée là, jusqu'au coucher du soleil, à réfléchir à ce que signifient vraiment les choix, les pertes, les leçons. Mathieu et Élise s'en remettront probablement. La fiducie garantira qu'ils ne finissent pas à la rue. Mais ils ne pourront plus jamais me nuire. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'ils avaient quitté la région. Leur fiançailles avait discrètement été annulée. Madame Garnier m'a envoyé une carte de vœux pour Noël. Elle me remerciait d'avoir réglé l'affaire avec plus d'élégance qu'il ne le méritait. Élise ne m'a jamais recontactée. Et c'est très bien ainsi. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. La maison est devenue mon refuge, un havre de paix rempli de souvenirs, de livres et de silence. J'ai fondé une association en l'honneur de grand-mamie, attribuant des bourses à de jeunes femmes qui poursuivent leurs rêves malgré l'adversité. À chaque chèque que je signe, je pense à elle, à sa lucidité, à sa foi en moi. Et cette bague, je la porte chaque jour. Elle me rappelle que le vrai triomphe ne réside pas dans ce que l'on prend aux autres, mais dans ce que l'on devient. Et grand-mamie le savait. Elle attendait simplement que je le découvre à mon tour. Alors si toi aussi, on t'a effacé après que tu aies tout donné. Si on t'a manipulé, trahi, puis laissé de côté comme si tu n'avais jamais compté. Cette histoire est pour toi. Pour ceux qu'on a fait passer pour fous, alors qu'ils portaient toute la vérité. Si tu te reconnais, clique sur « J'aime »
abonne-toi à cette chaîne et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, la plus grande victoire, c'est de se relever en silence et de reprendre tout ce qu'on a essayé de t'enlever, sans crier, sans supplier, juste en montrant qu'on n'a jamais cessé de valoir plus que ce qu'il pensait.